Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans ce podcast, après cette petite introduction, je vous propose de rencontrer Jo Gustine pour parler de son livre « Ah si, il faut souffrir pour être française ». J'ai découvert Jo Gustine, autrice, humoriste, parolière, entre bien d'autres activités et talents qu'elle vous décrira elle-même, lors de la sortie de son premier livre, un excellent recueil de nouvelles qui s'intitule « 9 histoires lumineuses » que j'avais présenté sur sosweetplanet.com. Dans son nouveau livre, donc « Ah si, il faut souffrir pour être française », toujours aux éditions Présence africaine, Jo Gustine propose une fiction inspirée par des événements et réflexions tirées de son propre parcours et de celui de femmes racisées qu'elle a interviewées. Au travers de sa vie quotidienne, la narratrice Sissi Lama nous offre une bonne paire de vers correcteurs, histoire de bien voir les détails qui, habituellement, nous échappent, le tout porté par une écriture désinhibée, des analyses au scalpel, beaucoup d'autodérision et un humour décapant. Ce livre est sa lettre d'adieu à la France après 16 ans de tentatives de vie commune. L'interview qui va suivre vous propose d'en savoir un peu plus. Ne vous inquiétez pas si vous entendez des parasites et crachouillis, ce n'est pas un mauvais contact dans votre appareil, mais un problème de son qu'exceptionnellement nous avons eu lors de l'enregistrement. Malgré plusieurs interruptions, nous n'avons pas réussi à en identifier la cause et le lendemain, l'enregistreur et ses micros refonctionnaient normalement. J'ai rencontré Jo Gustine mi-juin, avant qu'elle ne parte, comme sa narratrice, s'installer définitivement au Canada. Elle m'a donné rendez-vous dans le cadre bucolique d'un petit jardin du 14e arrondissement de Paris. Jo Gustine, bonjour. Bonjour Anne, ça va ? Ça va. C'est pas trop chaud ? Ça va. Jo Gustine, je vais te laisser te présenter parce que tu vas le faire beaucoup mieux que moi, je pense. Ah, comme dans les entretiens d'embauche. Jo Gustine, pas Gustin, autrice et humoriste de l'intersectionnalité. Autrice pour la littérature, la musique, l'audiovisuel, la bande dessinée. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Le stand-up, ouais, et la révolution. C'est dans un but d'intersectionnalité, de féminisme, afro-féminisme intersectionnel, pour lutter contre le patriarcat blanc, cis, hétéro, capitaliste. Donc pour lutter contre la misogynie systémique, le racisme systémique, les LGBT-phobies systémiques aussi, l'hétéronormativité systémique, le classisme, le validisme, contre les violences dites systémiques. Heureusement, je t'ai laissé te présenter. Alors, on se rencontre pour parler de ce livre « Ah si, il faut souffrir pour être française ». Tu avais déjà publié un premier livre, aussi aux éditions Présence africaine, qui s'appelle « 9 histoires lumineuses », que j'ai adoré. Et tu publies, toujours aux éditions Présence africaine, donc comment tu l'appelles ? C'est un roman ? On peut l'appeler un roman ? Roman autobiographique, une fiction autobiographique. Autofiction ? Ouais, de l'autofiction, quelque chose d'assez hybride, un essai. Oui, il y a un peu de tout ça dedans, c'est vrai. Un journal de bord. En fait, page 208, j'ai trouvé que tu le présentes très bien, toi-même. Ouais, c'est Sissi qui le présente dans la page 208. C'est Sissi. Elle a pris le sous temps. ta plume. Donc voilà, c'est l'histoire d'une Camerounaise arrivée en France à 15 ans et qui s'étonne 14 ans plus tard de ne toujours pas sentir, entre guillemets, française, alors qu'elle a un passeport français. Elle se demande à quoi c'est dû et interroge d'autres Françaises racisées autour d'elle. Et pendant les interviews, elle a des flashbacks de sa propre vie. Tu as eu ton baccalauréat avec une mention très bien. Ouais. Tu as fait HEC, j'insiste sur le fait parce que tu en parles beaucoup dans ce livre. En fait, là, tu vérifies parce que là, c'est ce que Sissi a fait. Tu vérifies c'est ce que Sissi a fait, oui. Quelle est la part de Sissi, quelle est la part de Jo Gustine. Mais toi aussi, tu as eu ton bac avec mention très bien. Moi aussi, j'ai eu mon bac avec mention très bien. Et toi, tu n'as pas fait HEC ? Si. Et donc, tu as obtenu ce prestigieux diplôme. Et malgré tout ça, malgré des innombrables efforts que tu décris dans le livre pour Sissi, donc malgré tous ces magnifiques efforts pour répondre à tout ce que l'on pouvait attendre de Sissi, les portes des entreprises sont restées désespérément fermées. Et au travers
du témoignage de Sissi, donc, qui suit sa vie quotidienne, et des témoignages des femmes racisées. Je voulais te préciser, j'ai pensé que ça t'intéresserait, que mon ordinateur a mis des petits pointillés rouges sous racisé pour me signaler que ça n'existait pas, que le mot n'existait pas. Je le lui ai appris. Ah oui, mon ordinateur Drill, qui porte son nom dans le bouquin d'ailleurs. Donc, ces témoignages que tu as recueillis, mais tu les as vraiment recueillis, ces témoignages-là, c'est pas de la fiction. Exactement. Et donc, on suit de très près au quotidien tout ce que peut vivre, ce que peut endurer une femme racisée en France. C'est très instructif pour les personnes non racisées. Les autres ont déjà vécu ça, connaissent déjà ça, peuvent s'y retrouver, mais... En fait, non, pas vraiment. C'est ça le truc. Au début, tu le vois pas, même si tu le vis. Ah oui. C'est comme ça que je dis pareil pour les femmes. Donc, quand on écrit quelque chose de féministe, on se dit pas, ouais, les femmes, elles savent déjà tout ça. Mais en fait, non, c'est tellement dans ton quotidien que tu t'en rends même plus compte. Oui, c'est quand tu le vois exposé comme ça que tu vois que, ah merde, il y a un problème et c'est inadmissible. Mais quand c'est juste toi, tu te dis, allez, il y a pire dans la vie, etc. Donc, non, c'est vraiment pour la prise de conscience des personnes concernées, d'abord. Et je suis contente que les personnes blanches le lisent et en parlent autour d'elles. Donc c'est très instructif pour les personnes non racisées, mais je me demandais si ça avait été instructif pour toi, en fait, de collecter tous ces témoignages. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris, toi, au travers de... En fait, il y a même des choses que je ne savais pas. Tu sais, c'est comme quand tu coaches une personne et que tu dois écouter la personne. Et c'est quand elle dit quelque chose que tu te rends compte que tu n'es pas d'accord avec ça, mais non, elle a tort de se flageller comme ça. Alors que tu fais exactement la même chose, tu avais dit la même chose la semaine dernière, mais c'est juste le fait d'entendre une autre personne dire la même chose en fait que voilà. Donc il y a d'une part des choses que je ne voyais pas de la même façon parce que je le prenais pour moi, sur moi, et d'autres choses c'est parce que je n'étais pas concernée. Donc notamment mon amie albinos par exemple, on pensait qu'elle était blanche, mais quand on voit son nom de famille, on s'attendait à voir débarquer une personne non blanche. Et on dit, mais pourquoi vous ne nous avez pas dit que vous étiez blanche? On pensait qu'elle est peut-être mariée et tout. Et oui, c'est juste quand tu n'as pas de mélanine, tu peux passer pour une blanche. C'est sûr, si tu défrises les cheveux, tu mets une perruque, voilà. Tu croises des témoignages, pas que de personnes noires. Il y a une amie marocaine, une amie métisse, une chinoise. Ouais, voilà, asiatique. Celle qui est asiatique, mère est-asiatique, père Afrique du Nord, elle sera racialisée asiatique toujours. Enfin, à partir du moment où tu as les yeux bridés, on ne va pas te dire, voilà. On ne va pas t'appeler arabe, même si je n'ai pas déconstruit le mot arabe là-dedans. Je l'ai pris comme on me l'a servi en France. Donc je ne suis pas allée chercher, en fait c'est quoi les arabes en fait, dans les vrais qui portent cette dénomination-là. Je ne suis pas allée chercher, peut-être dans un prochain livre. Ouais, tu découvres aussi même le rapport de classe. Enfin, franchement, dans ma SDF vie là maintenant, il arrive, quand je change juste de vêtements, d'habillement, mes interactions avec notamment le personnel médical, c'est plus la même chose. Hein. Enfin, j'ai dû dire récemment à une dentiste que je viens de subir une obturation endodontique et je viens pour faire des couronnes. Elle a roulé des yeux comme ça. Elle m'a dit, qu'est-ce que je viens, pourquoi exactement? Enfin, comme si... Déjà parce que oui, l'endodontie c'est cher. Non, ça ne se voyait pas que je pouvais me faire de l'endodontie. De deux, les mots qui sortaient de ma bouche ne doivent pas être de vrais mots pour elle. Ouais, donc le rapport de classe là, parfois, c'est même raconté aussi. Ça, c'est un événement récent que je suis en train de raconter, mais c'est raconté dans Assisi, comment Assisi, il faut souffrir pour être française. Ma rencontre avec ce médecin du travail, cette doctoresse du travail, quand je travaillais chez Biocop et que je devais faire une visite médicale. Le regard a changé dès qu'elle a vu. Ça, c'est réel, cette histoire? Oui, bien sûr. Raconte-le. J'ai juste pas l'imagination pour aller... Donc, tu travaillais à Biocop et en fait, il fallait que tu ailles passer une visite médicale, comme tout employé qui, au bout d'un certain temps, au début, je ne sais pas, en entreprise. Je travaille chez Biocop en tant que vendeuse polyvalente. J'ai mon diplôme d'HEC qui ne me sert pas à grand-chose. On me prend pour une menteuse en entretien. On veut toujours vérifier quand j'apporte l'original du diplôme. Quand mon ami Gaspard, il ne sait même pas où est rangé son diplôme. Je dois passer la visite médicale et dans le formulaire on demande ce qu'on a fait comme étude. Je dis HEC à la dame de... médecin? Non, à la dame, la secrétaire là, secrétaire médicale. Mais elle dit c'est quoi? C'est quelle fac? Je dis c'est une école. Finalement elle met commerce. Et comme ça a duré 3 minutes, on s'est embrouillé là pour... Je mets quelle fac de commerce? Je dis ouais, mettez commerce.
apparemment, il a mis plusieurs points d'interrogation à étude. Et le médecin me demande, mais point d'interrogation à étude, vous n'avez pas rempli. Je lui dis, ben, j'ai mis HEC. C'est là alors qu'elle me fait, attends, pardon. Et c'est là qu'elle découvre que je suis dans la pièce, quoi. C'est là qu'on voit que depuis tout ce temps, on ne te regardait pas. C'est comme quand tu découvres que la personne est célibataire depuis tout ce temps, tu vois, mais tu t'es convaincu que voilà, c'est... Ben là, elle commençait à découvrir mon existence, à réaliser ma présence dans la pièce. Là, nous étions deux personnes qui méritions d'échanger les idées. J'ai un cerveau disponible pour recevoir ses paroles. Et ouais, dans l'écriture du livre, ben, tu te rends compte aussi que ben, le rapport de classe, la France peut être encore moins bien quand tu es noir et pauvre que quand tu es noir et riche. Ben, les interpellations policières, ce sera moins sur les hommes noirs qui travaillent à la défense. C'est pour ça qu'ils seront moins aussi conscients même de la violence même, de la police en France. Tu les verras moins dans les manifs que dans les cités, dans les quartiers, parce qu'il y a ce rapport de classe là. Donc, mais excuse-moi, mais pour revenir à la femme médecin, en fait, elle t'a signé le papier ou pas au final? Non. Parce que dans le livre, tu dis que par rapport au fait que tu j'ai dû arrêter. Elle considérait que c'était pas ta place de travailler comme vendeuse dans une enseigne. Voilà, ouais, elle faisait ça pour mon bien. Est-ce que tu as eu des retours déjà depuis la sortie du livre? Ouais. Alors comment tout ça se passe? Tout à l'heure là encore, numéro inconnu. Donc ça fait bizarre de voir des inconnus qui t'envoient des textos, qui disent que ça fait du bien et ça pique. Moi je savais pas que ça piquait, parce que je sais que 9 histoires lumineuses ça pique un peu. Mais ça fait du bien et ça pique. Ouais, comme le gingembre quoi. Et tu expliques bien comment le fait de commencer à te documenter sur le sujet du racisme t'a entraîné à prendre conscience de choses que tu ne voyais pas avant. Et plus tu en prends conscience et plus tu t'éloignes de ton monde d'avant, que ce soit tes amis blancs ou ta propre famille qui ne te suivent pas. Parce qu'en fait, sayonara bitches. Même si tu leur donnes des bribes, toi, de tes avancées, ils ne font pas le même parcours que toi. Tu en es où aujourd'hui? Dans la vraie vie? Dans la vraie vie, par rapport aux amis, à la famille. Une fois que tu as fait ce cheminement, par rapport aux amis, à la famille qui n'ont pas fait le même cheminement. En fait, je n'attends plus personne. J'ai eu mon rythme aussi, parce que je n'ai pas toujours été... je suis toujours en déconstruction, mais il faut aussi avoir cette volonté de déconstruction. Il y a des personnes qui ont la volonté, ça prendra plus de temps, mais il y a des personnes qui n'ont pas du tout la volonté, mais franchement, je ne vous attends pas. On se verra peut-être dans une autre vie, mais voilà, j'ai perdu pas mal d'amis et je ne les ai pas chassés, ils sont partis d'eux-mêmes. Je pense que quelquefois être fidèle à soi-même, c'est la recette pour attirer les personnes qui te ressemblent. Donc quand on est Regarde, je vous ai donné rendez-vous, tu vois. Enfin, j'aurais pu choisir un café 5 étoiles où se rencontrent les grands écrivains, tu vois. Mais je ne m'y sens pas bien et je vais rencontrer des gens qui aiment bien se mettre dans ces cafés-là. Et après, je vais leur dire un jour, ah mais en fait, je n'aimais pas ce café-là, donc pourquoi vous me présentez à vos autres amis qui adorent, qu'on ne trouve que dans ces cafés-là? Mais en fait, je leur ai envoyé de mauvais signaux. Donc maintenant, j'envoie les vrais signaux, j'essaye d'être le plus proche possible de mon fundi. Voilà, de ma vérité intérieure, de mon cœur. J'essaie de vulgariser le fundi. J'essaie d'être le plus proche possible de ma vérité, de moi. Et si je vois qu'il y a un décalage, une dissonance cognitive, je dois vraiment être à l'écoute de moi, voir là tu es en train de te mentir à toi-même, là tu te crées de fausses excuses, là toi. Voilà. Et à partir de là, il n'y a plus le temps pour le bullshit. Et de deux, j'ai pris la décision de ne plus jamais gaspiller mon énergie sur ces questions qui sont très politiques, qui sont vraiment, enfin quand c'est ton vécu, voilà, c'est, mine de rien, c'est de l'énergie mentale aussi. Ne plus avoir de débat sur le racisme avec des personnes non concernées par le racisme, de débat sur le féminisme avec des personnes non concernées par le féminisme, de débat sur les LGBT-phobies avec des personnes non concernées par les LGBT-phobies. Donc là, ça m'a fait gagner un temps fou. Et j'apprends maintenant à insulter les gens, si ça me fait du bien. Quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire, je me rapproche de son oreille et je lui fais une insulte crue.
à l'oreille et je souris et je m'en vais. Ça fait du bien, c'est de la violence, mais je viens de recevoir quelque chose et j'apprends à ne plus avoir à caresser mon bourreau. Que mais j'essaie de te comprendre, tu m'as insulté, tu m'as fait quelque chose. Voilà. J'apprends maintenant à être franchement violente et à ne pas me reprocher ça. Et ça doit être appris et appris tous les jours. Je peux te dire à quel point on a été éduqués pour être polis. Enfin, moi j'ai fait ça un jour, j'avais même pas insulté un gars. Je m'étais juste dit, la prochaine fois qu'un gars me fait ça, je vais essayer cette technique et je vais tester sur lui. Je me retrouve toute seule à Aubervilliers à la sortie du métro et c'est la nuit, je ne connais pas le chemin, je cherche sur mon téléphone où est-ce que je vais dormir, un nouveau lit. Et là, il y a un gars qui sort du métro, il me dit, je suis sorti du métro juste pour toi, tu me plais. J'ai levé la tête de mon téléphone, je l'ai regardé, j'ai fait enfin, j'ai hurlé, mais en le regardant dans les yeux. Juste ça, je n'ai pas insulté, parce que je partais du principe qu'il n'y a pas que les muscles dans la vie ou les armes, la folie fait peur. En fait, les gens ont peur des gens qui sont un peu, voilà. Et les gens ne savent pas ce que tu peux faire quand les gens voient que tu ne peux pas maîtriser ta réaction. Voilà, il y a cette incertitude-là, ils préfèrent s'écarter. Et donc le gars, quand j'ai crié comme ça, le gars, il l'a détalé, il a trébuché, il regardait derrière lui si je le poursuivais, il courait encore. Et là, j'ai vu la terreur, je n'avais jamais fait peur comme ça à quelqu'un de ma vie, j'ai vu la terreur dans ses yeux et je m'en suis voulu. Je me suis dit, mais oh là là, est-ce qu'il n'a pas eu trop peur? Est-ce qu'il n'a pas fait mal en tombant tout à l'heure? Mais après, je me demande, mais attends, mais pourquoi est-ce qu'on se... Regarde la charge émotionnelle des femmes. Je suis en train de m'inquiéter pour est-ce que je n'ai... Enfin, est-ce qu'il m'en... Enfin, je ne le connais pas, on s'en fout. Il aurait pu me faire quelque chose, on est seul là dans la nuit. On s'en fout. J'ai noté ma réaction. Je m'en suis voulu, je lui ai fait peur. La prochaine fois, on s'en veut pas. La prochaine fois, on lui fait peur et on en est fier. Voilà. Et on enseigne aux autres. On balance les astuces comme ça aux autres. Les Canadiens n'ont qu'à bien se tenir. Exact. Donc, tu es humoriste et l'humour est très présent dans ta façon de raconter les choses. Il y a beaucoup de dérision et d'autodérision et tu nous forces à sourire de choses assez tragiques quand même. C'est assez curieux d'ailleurs. Moi, je me suis surprise à sourire la semaine dernière quand j'ai lu ton livre. Je suis contente. Ça met presque mal à l'aise en fait, fait de se retrouver à sourire de choses non, dramatiques. Moi, je veux faire rire. C'est drôle, c'est très drôle. Mais avec le recul, après, je vais te raconter sur quelle scène par exemple. Je pense à l'histoire de ta tante qui se marie avec un Français blanc et qui veut se faire passer pour une Antillaise parce que c'est mieux que pour une Africaine. Donc elle vous convoque avant et elle vous demande à tous elle vous dit voilà, vous êtes Antillais parce que vous êtes ma famille, donc vous allez manger Antillais, vous allez danser Antillais et donc vous vous réunissez pour préparer ensemble de quelle ville vous venez, de quelle île aussi des Antilles et tout ça. Et cet humour donne du recul à ta lecture des faits qui sont assez terribles quand même. Parce qu'en arriver à renier sa propre identité pour se faire accepter de l'homme qu'elle aime et de la famille de cet homme. Et je me demandais qu'est-ce qui t'a attiré dans l'humour et qu'est-ce qui te donne envie de l'utiliser pour raconter des choses douloureuses. Est-ce que c'est parce que ça passe mieux, ça te débloque les esprits? Raconter des choses douloureuses, ça a été un objectif récent. C'est quand j'ai commencé à militer pour l'intersectionnalité, mais j'ai pas toujours été... J'ai eu une très longue période d'aliénation, comme c'est décrit dans le bouquin. Je n'ai pas toujours été consciente du racisme systémique et de toutes ces violences systémiques. Et la vie se passait très bien. C'était comme ce qu'on appelle une imbécile heureuse. Donc, je n'ai jamais voulu raconter des choses dures aux gens. Jamais. Ensuite, faire rire des gens, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Enfin, déjà depuis toute petite, quand j'avais découvert j'étais pas toute petite. Je crois que j'étais déjà arrivée en France. J'ai découvert les nuls et les inconnus au lycée. Et pour moi, c'est rire comme ça avec les collègues. Enfin, ton travail, t'es payé pour trouver des idées pour faire rire les gens. Enfin, moi, s'il fallait être payé pour quelque chose, ce serait ça. Franchement, je voulais juste m'amuser. En fait, je voulais m'amuser en travaillant. J'aime pas l'idée même de travailler. Mais voilà, il fallait que je m'éclate, il fallait que je rigole. Donc, je devais être dans le milieu de la comédie. Sauf que j'ai mis longtemps à me rendre compte que ça pouvait être un vrai métier, que je pouvais être là-dedans aussi. Donc je n'ai pas toujours associé ma carrière à de l'humour. C'est quand je me suis lancée véritablement dans une carrière artistique que je me suis dit
on va faire de l'humour, on va écrire pour des humoristes. Parce que moi, j'ai toujours tenu à être dans l'ombre. Je voulais écrire pour des dessins animés drôles, des films drôles, je voulais écrire des choses drôles. Il se trouve que je ne sais pas faire de l'humour, pur humour. Je sais faire du dramédique. L'humour vient de la surprise. Donc le drame, l'humour. Enfin, il se passe un truc. Enfin, l'humour vient. C'est comme dans 9 histoires lumineuses où l'humour, c'est pas une blague. Enfin, c'est juste la situation de merde là qui est finalement cocasse. C'est un ton, je trouve, que tu as et le recul aussi par rapport aux choses. Et ça, je le fais. C'est le truc que je fais le plus facilement. Donc c'est pour ça que pour l'instant c'est ça. Mais j'aspire même à terme à arriver à faire un truc sans violence. Je suis inspirée par la série Steven Universe, qui est vraiment un monde mais de paix et de bienveillance. Et mine de rien, ça ne vise aucun âge en particulier. Je suppose que c'est pour les enfants aussi, pour les adultes beaucoup. Il y a de l'intersectionnalité. Il y a du queer, il y a du transgenre, le personnage s'appelle Steven Universe, c'est une femme blanche lesbienne qui a créé. On peut la voir où? Avant c'était sur YouTube, moi je l'ai découvert sur YouTube, mais c'était pas légal sur YouTube, c'était des gens qui postaient tous les épisodes sur YouTube. Et là on a effacé les épisodes que je regardais, donc je peux un peu voir la suite. Mais sinon c'est une série Comedy Central. Et je pense qu'elle est traduite en français. C'est une collégienne française qui m'en a parlé, mais moi j'ai entendu Steven Universe, je me suis dit c'est mort. En plus, moi je pensais que c'était pour les fans de Star Wars et tout ça. Enfin, je connais toujours pas Star Wars et Star Trek. Ça se passe sur la Terre, mais les gens viennent d'autres planètes. Et je savais pas que ce serait mon univers, mais c'est tellement bienveillant et j'espère pouvoir continuer à apprendre à écrire. Et même, mine de rien, c'est aussi un travail mental, donc de guérison. Tu vois bien la progression. Tu vois la différence de temps entre 9 histoires lumineuses et celui-là, non? Donc tu vois, même entre 9 histoires lumineuses, les premières nouvelles que j'ai écrites et les autres, histoire que j'ai écrite après la thérapie, on voit bien une évolution dans mon mental, dans ma perception des choses. Le ton est très différent. Voilà. Donc je grandis moi-même avec ma façon d'écrire l'humour. Pour revenir à cet humour encore, donc page 145, un petit passage qui me plaît beaucoup. Tu es allé passer un entretien dans une grande entreprise et tu dis: je savais que j'allais rater leur fameux test de logique. De toute façon, les entreprises qui recrutent par des tests ne méritent pas des talents comme moi. Ton ami te répond: bah non. Tu reprends: les gens qui réussissent leurs tests sont des gens qui réfléchissent de la même façon. Ai-je rétorqué, plus enflammé en décelant son sarcasme. Moi, je ne réfléchis comme personne. Ce qui est bien, c'est que tu te poses quand même. Ouais. Ça pourrait anéantir ton l'estime de soi. Mais en fait, tu prends conscience que tu as une certaine valeur et que finalement, ça ne rentre pas dans les cases. Ouais, exact. Et c'est pareil pour la France, là, maintenant. C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est qu'en fait, en arrivant à la fin du livre et en sachant que tu vas partir à Toronto, c'est ce qu'on se dit. La France est une entreprise qui ne mérite pas des talents comme moi. Donc, lors de tes entretiens d'embauche, ta couleur reste plus importante que tes diplômes, systématiquement. Ouais. Et tu as dire la race, parce que la couleur... La race? Ouais. Couleur, mine de rien... En fait, non, c'est une réalité de vie. Bon, donc pour toi, on dit la race. Ouais. Ok. Donc c'est comme si on me dit au lieu de ton handicap, ta situation, tu vois. Non, c'est un handicap. Lors de tes entretiens d'embauche, ta race, à ta demande, reste plus importante que tes diplômes. Tu avales pas mal de couleuvres. Même si les réflexions que l'on te fait ou les comportements sont clairement racistes, en fait, tu n'es pas en position de pouvoir te défendre. Bien qu'il y ait un mentor, je crois, qui t'ait encouragé à le faire. Et tu finis par postuler pour un poste de vendeuse donc, dans une enseigne bio. Dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui après toutes ces expériences-là? C'est-à-dire que les diplômes, tous les efforts que tu as fait pour le monde de l'entreprise, pour tout ça, est-ce que tu as des regrets ou finalement tu te dis maintenant ce que je fais c'est plus épanouissant et j'ai plus du tout envie de revenir dans ce monde? Non, en fait, vu que c'est ta vie, tu vois. En fait, sans toutes ces expériences, il n'y aurait jamais eu d'Augustine la militante. Enfin, c'est juste ta vie. Mais parce que toutes ces expériences, ça aurait pu te rendre plus radicale, mais radicale dans un sens agressif et mais je suis violent. radicale et agressive et violente. Hein. Oui, et en même temps, tu dis que tu veux aller vers quelque chose de plus bienveillant et de plus mais pas apaisé. Pour moi. C'est pour moi, en fait. Dans ma création, parce qu'en fait, je veux vivre des histoires que j'écris et entrer dans ce monde-là et me faire du bien à une communauté. Enfin, voilà. Mais n'empêche que c'est juste peut-être mon côté, c'est ma personnalité aussi de ne pas être dans
la violence physique franche. J'ai plus tendance à couper les gens de ma vie, de mon espace, mais à juste dire non, quoi. Voilà, et ça c'est radical. Ça, c'est... là, par exemple, je fais aussi très attention, là, récemment. J'ai présenté mon livre dans une bibliothèque féministe, à Violent & Co. Ouais, c'est beaucoup de... Oui, lesbiens et féministes. Et mon livre, c'est de l'afroféminisme sur le vécu des femmes racisées en France. Les citations sont des rappeuses. Et là, dans le cadre d'un festival, qui c'était le festival Niofar, un festival décolonial, organisé par des mecs cis, pour animer la présentation, la lecture de mon livre, on avait choisi un journaliste, un mec cis hétéro. Et juste... enfin, le gars me fait un caca nerveux parce que j'ai dit non, je voudrais une femme racisée pour faire la présentation. Mais, même, j'ai pris une femme racisée, une lectrice, une étudiante en littérature comparée. Et je suis très très fière de mon choix et très contente du résultat. Et pour moi, voilà, je ne veux pas donner la parole. Je sais pas, c'est le pouvoir quand même. Là, on est dans une bibliothèque féministe. Je vais faire venir un mec, c'est trop. Genre, il n'y a plus de femmes ici dehors pour faire, qui ont lu le livre, qui veulent, même qui n'ont pas lu, hein, parce que voilà, il n'y a plus de femmes, on va dire. Enfin, je sais pas, les gens voient bien quand on est dans des espaces sur l'antiracisme, voilà, ça va les choquer que c'est un blanc qu'on a trouvé pour venir faire la modération, alors qu'avec tous les journalistes noirs ou racisés qui auraient pu, on va dire, mais non, j'en connaissais pas, personne, j'ai mis une annonce, personne n'est venu, j'ai pris mon ami, quoi. Voilà, là on va s'énerver, mais là quand je dis que je veux une femme racisée, est-ce que les gens se rendent compte quand même que, mine de rien, on ne peut pas dire quelque chose et faire le contraire. Quand ce sera la personne qui va modérer la lecture, qui va donner la parole au public, qui va lancer le ton. Mais si la personne n'est pas concernée par l'oppression, ne sait même pas, elle va donner la parole à un homme, il va donner la parole à un mec cis sans même se dire « Ah, mais pourquoi je donne la parole à un mec cis d'abord ?» On ne s'en rend pas compte. Et ce ne sera même pas le même rapport dans la discussion, en fait. Là, on parle de meuf à meuf, on parle de c'est quoi être française ici, c'est quoi être une femme en France. Et lui, il ne sait pas, même si on n'a pas besoin de vivre l'oppression pour s'identifier, mais pour créer ce rapport cette liberté de la parole, toutes ces situations pour lesquelles on n'a plus besoin d'expliquer, de développer. Donc on ne va pas tilter pareil à certains passages. Pour moi, c'est une question aussi de pouvoir que tu donnes. Donc là, j'étais en train d'envoyer à mon public, je suis en train de donner dans une bibliothèque lesbienne et féministe du pouvoir à un homme cis hétéro. Je sais pas même pas pourquoi chaque fois... J'aime beaucoup le sarcasme. Je m'inspire beaucoup de Sheldon Cooper, un personnage dans la série de Big Bang Theory, à qui on faisait remarquer que ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu dis pas de gros mots. Et il répond, en fait j'ai remarqué que tu n'as pas besoin de ça pour faire du mal aux gens. Donc je pars du principe que pour blesser quelqu'un, tu peux faire une phrase sans aucun gros mot. Voilà. Même si mon objectif c'est de faire du bien aux gens, je ne m'énerve plus, je ne sécrète plus de cortisol. Voilà, c'est pas bon pour mon cerveau, pas bon pour mes neurones et ça ne produit rien. Quand je crie, mais ce n'est pas sur quelqu'un. Je ne te laisse pas te savoir responsable de ma colère actuelle là. Et je pars toujours du principe maintenant que, tu vois la phrase qui est sortie après MeToo, là, take your broken heart, make it into art. Je recycle systématiquement toutes les situations négatives que j'ai vécues. Donc je ne veux pas avoir souffert pour rien. Toutes les paroles que j'ai entendues à table là, ça va finir quelque part. Ça va finir sur scène, ça va finir dans un roman. Tu vas le payer tôt ou tard. Tu vois, c'est pas que tu vas payer, donc je vais gagner de l'argent à partir de là tôt ou tard. Ça va faire du bien aux autres, ça va produire autre chose. Mais je ne vais pas souffrir dans mon coin et je ne vais pas souffrir devant toi. C'est-à-dire, je ne vais pas venir te confronter dans le one-to-one pour te dire, ouais, il faut qu'on en parle. Franchement, j'ai plus le temps pour ça. On me le reproche souvent. De ne pas prendre le temps de la confrontation. Voilà.
Ouais, j'ai plus le temps de chaque fois, avec chaque personne qui me fait du mal, de s'asseoir et réparer les choses, quoi. Il y a une fois, j'étais invitée dans un colloque à Mulhouse. J'étais la seule personne qui n'était pas dans la recherche, qui n'était pas universitaire. Et j'étais au fond de la salle avec ma capuche. Je n'intervenais que le deuxième jour. Toute la première journée au fond de la salle, on pensait, les gens me regardaient étrangement. Quand on distribuait le plan de Mulhouse à tous les intervenants, intervenantes, c'est surtout eux. Moi, quand je tendais la main, on me sautait, on allait poser sur la table. Quand je les suivais maintenant, c'est ça que je dis comme phrase, jusqu'à l'hôtel où tout le monde était hébergé. Pour le check-in, on me regardait avec méfiance. En fait, t'es là pourquoi? Toutes ces choses, je n'ai pas répondu, j'ai juste gardé pour plus tard. Il y aura une réponse. Je savais que j'avais un papier le lendemain. La réponse était l'introduction au papier. Et les personnes qui se sentent morveuses se mouchent, elles étaient toutes dans la salle et je suis du genre à regarder dans les yeux mais je suis sur scène maintenant, je suis en représentation et je ne suis plus dans l'ascenseur avec toi où je dois maintenant, me pose la question à moi et pas à elle, non. Je te fais une phrase, un paragraphe qui introduit bien le papier que j'allais faire parce que l'exemple c'est mon vécu. Voici ce que j'allais vous raconter. Ce que vous m'avez fait vivre hier, là, c'est ça que j'allais vous raconter. Et ça, pour moi, ça reste de la violence parce que je ne cherche pas le dialogue. Parce que pour moi, ces personnes ont déjà parlé et je ne fais que répondre. Ces personnes m'ont déjà fait subir leur violence, je ne fais que leur renvoyer ce que j'ai. De ma façon à moi, ma manière à moi, ça peut être sur scène, elles peuvent se retrouver dans le bouquin, se reconnaître. Même si c'est pas, je n'écris jamais en me disant vous allez vous lire, tu vois. C'est même pas à vous que je pense. Je sais que j'écris en me disant, en fait, quelquefois, j'oublie même que j'ai mentionné certaines personnes et je reçois des mails incendiaires derrière, oui, ça m'est arrivé. Des mails pas. Et j'avais vraiment complètement oublié. Bref. Et ton livre, donc, devait s'appeler On est en France ici. Le livre de Sissi Lama, oui. Sissi Bernadette Lama, s'appelle On est en France ici. C'est ce livre qu'elle prépare. Et elle va à la rencontre de... En fait, comme je dis, c'est un roman dans le roman. C'est vraiment un roman qui raconte comment j'ai écrit ce roman. Et en fait, au départ, tu expliques que tu as envie de lâcher tout ça, de laisser tout ça à la France avant de partir. C'est ta lettre de rupture. Est-ce que ça t'a soulagé de balancer tout ça sur le papier? Parce que moi, j'aurais accumulé tout ça. Déjà, les propres histoires que tu as accumulées, plus celles que tu vas chercher des autres. Ça m'a soulagé. Comment tu te sens aujourd'hui, là, avant de partir, maintenant que le livre est sorti? Là, je suis en thérapie. Quand j'ai commencé le livre, c'était en 2016, comme je dis les dates qui sont dans le bouquin. J'ai commencé ça plutôt fin août 2016. Dans le bouquin, je dis 18 septembre 2016. Et je venais de vivre ma première rupture amoureuse avec une personne qui est née le 18 septembre 2016. 18 septembre, pas 2016. Et là, c'était un chamboulement dans ma tête. Et j'ai découvert comment mon cerveau réagit à la peine de cœur. En fait, j'avais jamais vécu ça. J'ai commencé à comprendre les chansons, tout ça là, tu vois. Les films, tout. J'ai cru que j'allais mourir. Tu vois, c'est le genre de... Franchement, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il y a des médicaments pour tout. Pas pour ça. Apparemment, maintenant, on vient de trouver une molécule là pour fabriquer une molécule contre le chagrin d'amour. Mais moi, j'avais imaginé le Ndoloprane. C'est l'été dernier avec mon récent chagrin d'amour que j'ai imaginé le Ndoloprane. Mais mon cerveau était dans tous les sens. Il a été très productif. Donc, j'ai écrit le quart du livre dans les 2 semaines qui ont suivi la rupture. J'ai acheté l'ordinateur le lendemain de la rupture. Donc, j'étais en mode blabla. J'ai fini d'écrire le livre le 31 décembre 2016 à minuit heure de Los Angeles. Je ne voulais pas entrer dans 2017 avec ça. Sauf que 2018, février 2018, Présence africaine me dit qu'il faut retravailler le livre. Sachant que j'ai déposé le livre le 6 janvier 2017. On me dit il faut retravailler et tout. J'étais déjà en train de travailler, j'étais déjà bien avancée sur mon 3e bouquin. J'étais au Cameroun et elle me demande si je peux avoir ça à la fin du mois de février. Je dis tranquille. Non, j'ai une page blanche. J'ai réussi à débloquer la page blanche en avril 2018 en me remettant dans une relation amoureuse. Au début, c'était en cherchant, j'ai trouvé un plan cul. Parce que je me suis dit peut-être l'énergie sexuelle, parce que je ne trouvais pas en fait, voilà. Et oui, en effet, ça aide aussi. Il n'y a pas que le malheur de la déchirure amoureuse. Il y a aussi,
refaire l'amour, avoir des orgasmes, voilà, ça rebooste un peu la machine créative. On a eu une histoire et j'écrivais. Et là, la réécriture a été un accouchement, mais très, très, très douloureux. Enfin, tu sais, mais j'ai jamais autant souffert pour écrire un livre. La réécriture, en fait, c'est devenu, la première version de ça n'a rien à voir avec ce que c'est maintenant. C'est devenu un roman dans le roman avec la réécriture. C'est devenu même plus radical avec la réécriture. Là, tu vas voir les N majuscules, les B minuscules, noir et blanc. C'était pas le cas en 2016. Les rappeuses, là, c'était pas le cas en 2016. En 2016, il y avait Charles Aznavour, il y avait Georges Brassens dedans. Ouais, comme citation. Il y avait Jean-Jacques Goldman. Ça ne va pas faire le même effet, c'est sûr. Voilà. Parce que mais il y a toujours, tu trouveras toujours des citations à propos avec le truc. Avec les citations de rappeurs, ce sera beaucoup plus compliqué. Au tout début, quand tu cherches une citation pour ponctuer ton paragraphe, tu auras toujours un mec blanc, cis hétéro dans ta tête parce que c'est ce que tu as le plus entendu. Donc là-bas, j'aurai ma chance, j'aurai mes droits, n'y va pas. La fierté qu'ici, je n'ai pas. Là-bas, ben, tous ces trucs-là, il y a plein de chansons chantées par des hommes blancs cis hétéros qui vont très bien avec ce que je vis en ce moment. Mais ça là, ça a été effacé de la version même de qui je suis. J'ai grandi avec le bouquin, mine de rien. Entre-temps, je me suis politisée, radicalisée. Ouais, là, la France qui tremble parce qu'elle pensait qu'il n'y avait que les Arabes, les musulmans qui se radicalisaient. Et, les femmes noires sont censées être gentilles, garder nos enfants. Mais non, ah là là, mais qu'est-ce qu'elles nous font et je souffre en écrivant, juste même la forme et le fond en fait. Parce que tu sais que, c'est comme quand tu accouches un enfant, tu ne sais pas à quoi il va ressembler, tu ne sais pas où seront ses yeux, tu ne sais pas quoi. Mais il n'y a que toi qui dois faire la chose pour que ça ressemble à quelque chose, tu vois. Tu ne sais pas quel est le résultat attendu, mais tu sais que ce sera quelque chose de génial. Mais sans cette souffrance-là, il n'y aura pas cet enfant. Et bien, je trimais, je ne savais pas ce qu'on attendait de moi en plus, sauf qu'il y a eu le déclic avec la relation amoureuse de « Ah oui, je vois maintenant ». J'ai réussi à voir le bouquin différemment, à prendre de la distance. C'est comme si on avait switché mon cerveau là. Et pour écrire ça, c'était chaud de chez chaud. Et quand j'ai fini d'écrire, déjà, pendant que j'écrivais, je commençais à me sentir pas bien dans ma tête. Parce que en fait, tu vas vraiment chercher de plus en plus loin dans ton ventre, dans ton vécu, les choses que tu voulais oublier. Donc là, tu rouvres des blessures. C'est pas bien. Même si j'étais, comme j'ai dit tout à l'heure, heureuse et amoureuse. Tu vois, c'est dense, voilà. Mais il se passe quelque chose dans une zone de ton cerveau, là, c'est pas bien. Tu te sens pas bien. Après, j'ai fini d'écrire. Là, c'est enfin fini. Tu vois, tu sens la fin. Et surtout que j'avais refusé toutes les missions freelance. Je suis freelance aussi, professionscribe.com, scribe, SCRIBE.com. Et je refusais toutes les missions. Et c'est là que tu vois que les gens ont envie de travailler avec toi quand tu n'es plus disponible pour travailler. Donc je leur disais, attendez le 1er juillet, je suis disponible à partir du 1er juillet. Au début, c'était 1er juin, mais non, on va attendre 1er juillet. Le 29 juin, je crois que c'était un vendredi, je finis d'écrire dans la nuit du 28 au 29. Le 29, je dépose le manuscrit chez Présence Africaine. Je fais imprimer, je dépose chez Présence Africaine. Le 30, il y a la marche des fiertés. Là, le 29 juin, je me sens tellement heureuse, libérée, délivrée. Le 30, il y a la marche des fiertés. Et moi, je vais pour le cortège anti-pinkwashing, capitalisme dans les fiertés et tout ça. Et le racisme pour la visibilité. Je marchais avec le cortège il y a plusieurs associations, comme notamment Kitoko, qui avait organisé un cortège de tête de la marche de fierté. C'était pas la partie fête, c'était la partie manif. J'y vais. Le 1er juillet 2018, un an jour pour jour avant mon arrivée au Canada, je vais voir Les Indestructibles 2 en avant-première dans le 16e. J'y vais. Le film est génial, j'adore. Il y a des storylines queer que seuls les queers arrivent à voir. Les hétéros n'ont rien vu. J'adore le film. Et là, je vais après la projection des Indestructibles 2, me voici à Soupe-sur-Loing, à 14h. Me voici dans la chambre, dans mon lit. Et je n'ai aucun livre à écrire. Enfin, si, tu as toujours plein de projets, mais j'ai plus de... Enfin, j'ai rendu le livre. Ma vie peut commencer. Ça, c'est fait. Je peux enfin pouvoir m'occuper de moi, en fait. Je ne sais même plus ce que je faisais avant d'écrire ce livre. En fait, je ne sais plus ce qu'on fait normalement quand on n'est plus à 100% dans un truc.
Et à ce moment-là, je sens une sorte de liquide noir. Enfin, une sorte pas de liquide, une sorte de nuage mou, noir qui se répand dans ma tête. Et là, je me dis, ah, ça doit être la dépression postpartum. Mais tu te sens vraiment dans le négatif. Mais un truc, je ne sais pas comment l'expliquer. Il n'y a rien qui s'est passé vraiment de... Enfin, on n'a tué personne, tu vois, mais il y a... Ça noircit dans ma tête, ça s'obscurcit, ça coule. Et je me sens pas bien. Je me dis que je vais rester au lit comme ça, je vais dormir. Ça ira bien, mieux demain. Et demain, ça va pas. Il y a tous ces clients-là qui veulent maintenant qu'on parle business. Mais moi, je veux juste que vous me laissiez tranquille. Laissez-moi. En fait, ça sert à rien. Et c'est ça le truc, c'est que ce qui se passait dans ma tête, c'est que tout ça ne sert à rien. Les gens continuent de mourir, que ce livre marche ou pas. Les gens on continue de les tuer. Ça ne sert à rien, le fait d'avoir écrit le livre. Voilà, ça ne sert à rien de faire ces missions freelance. Ça ne va rien changer au monde. Mais en fait, quoi que je fasse aujourd'hui, ça ne sert à rien. Rien ne va changer. Le monde, c'est la merde. Ça sert, et ça devenait, je ne sais pas pourquoi, pas du jour au lendemain, de la minute à la minute, là c'est depuis la fin des Indestructibles, j'étais de nouveau destructible. Et comme j'avais déjà eu une dépression avant l'écriture de 9 histoires lumineuses, enfin pendant l'écriture même de 9 histoires lumineuses, je revoyais ces symptômes-là. Moi, je pensais que j'avais une dépression à l'époque parce que je n'étais pas moi, je n'étais pas sur mon chemin encore. Mais là, je suis sur mon chemin, les choses se passent, etc. Je suis en couple, ça se passe, enfin, plus ou moins. Et non, là, je suis toujours sujette aux dépressions. Ah merde, en fait, c'est un truc que j'ai. Il y a des gens qui ont des rhumes, souvent, des états grippaux. Celle-là, même quand les choses vont bien, quelquefois, tu ne sais pas. Enfin, je devais être contente, j'ai rendu mon manuscrit et je l'adore. Enfin, là c'est bon, je sais, ça c'était la version numéro 194, elle est bien. Allez, là c'est bon. Ça c'était il y a un an. Ça c'était l'été dernier, ouais. Ah oui. Ouais, ça fait un an. Et donc j'ai commencé à sombrer dans la dépression. J'ai refait un suivi psychologique. Voilà comment, dans quel état on se dirait que ça me fait du bien. J'ai envoyé chez la France, ça y est, je me sens mieux. Écrire tout ça, ça m'a remise dans un état mental. J'ai perdu en santé mentale. J'ai eu la chance de croiser la route d'une femme noire, lesbienne, psychologue qui m'a proposé ses services gratuitement. Comme quoi il faut dire vraiment ce qu'on veut à l'univers. Et donc, tous les lundis, pendant 1 heure, je lui raconte ma vie et voilà. En effet, je suis contente de partir, comme je t'ai dit, il faut recycler son truc. Je ne voulais pas quitter la France comme ça en me disant je m'en vais comme lui, tu vois. Je voulais, je lui ai rien dit depuis j'encaisse, je lui ai rien dit. Mais là, je m'en vais dans le livre, je n'ai pas pu le dire parce que j'avais pas encore de réponse. La réponse, c'est le 8 juin que je l'ai eue. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour le Canada alors on me souhaite de réunir autour de moi une équipe vidéo de tonnerre, mais de trouver le grand amour, d'avoir une agente. Mais l'agente, mais tu sais, elle, je la cherche, je lui envoie des ondes comme ça là. L'agente qui est ma fan, ma number one fan. Les agents qui n'aiment pas ce que font leurs clients là, ma number one fan, et qui saura parler de moi mieux que personne, et qui aura une ambition mais de vénère quoi. Et aussi d'avoir ça c'est un truc que je cherchais. Avant j'hésitais pour la recherche de maison, d'appart là. Pendant longtemps je visualisais encore quand même un loft qui appartient à une meuf mais méga riche, mais qui est jamais là. Et pour des raisons fiscales, il faut qu'il y ait quelqu'un dedans et je dois juste donner $150 c'est-à-dire quoi, 115 €, juste pour la forme quoi. Donc c'est un loft mais superbe, avec piscine végétale et oui, notre relation est un peu ambiguë, donc voilà, c'est Mikasa et Sukasa. il y a rémunération. Tout est bien projeté. En nature, ouais. C'est bon? Il y a des choses que tu voudrais dire qu'on n'a pas abordées? Ah ouais, j'ai trouvé une phrase récemment, je me suis dit que ce serait bien que je dise ça à la télé.
Mais là, c'est pas Attends, la je télé. vais la tester. C'est pas la télé, mais tu peux essayer. Ouais. Ça crachouille encore. Ah bon, c'est pas la télé? Attends, c'était quoi? Non, parce qu'on me demandait pourquoi tu veux partir. Et je disais, mes ambitions, c'est le tout dernier Photoshop. C'est pour améliorer ma vie, là, ma carrière, ma vie personnelle, etc. Mes ambitions, c'est le tout dernier Photoshop. Et la France, c'est Windows 95. Donc, quelquefois, il faut juste changer d'ordinateur. Et ben, c'est vraiment comme ça que je vois, même pas la France, même l'Europe, en fait. Bah écoute, je te souhaite que le Canada soit ton super Photoshop. Sur mon iMac dernier cri. Jo, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Anne. un plaisir de te C'était une lire grande joie. et de t'entendre. J'espère vraiment, vraiment que tous tes rêves que tu nous as énoncés vont se réaliser au Canada et plein d'autres choses. Lisez, si tout le monde doit le lire, pas forcément l'acheter, le faire tourner, le lire. Oui, l'acheter aussi. L'acheter. Oui, il faut le lire, il faut vraiment le lire parce que ça En permet fonction de... des moyens, mais lisez-le. Ouais, c'était le but en fait. Les masses le lisent. Même si je me dis, ah là là, enfin pendant 2 semaines j'étais à Faune, hein. 2 semaines avant la sortie, oula, grosse angine, aphone, c'est psychosomatique. Oui. Ah là là, mais je ne me montre déjà pas en photo, en vidéo. Et là, je montre ma vie, quoi. Enfin, les gens vont voir ma vie. Le paradoxe des artistes, quoi. Oui, c'est exposé. Ouais. C'est exposé. Mais bon, en même temps, je pense que c'est vraiment, vraiment utile. J'espère que ça sera lu par beaucoup de gens parce que on peut passer, en tant que blanc, on peut passer à côté en se disant bon, on connaît un peu tout ça, des gens l'a déjà entendu. Peut-être que moi, un peu plus que la moyenne déjà, j'étais sensibilisée, intéressée par ce sujet-là et j'en ai encore appris beaucoup. Donc j'encourage tout le monde à le lire. Voilà, c'est pas un livre chiant à lire parce qu'il y a beaucoup d'humour, c'est vraiment très drôle. Moi, je ne souris pas facilement en lisant, mais vraiment, j'ai souri quasiment tout le long parce qu'il y a vraiment des histoires que tu racontes d'une façon très, très drôle. Et en même temps, on découvre aussi tout un tas de choses et de comportements que même si l'on ne se... Je réinsiste toujours là-dessus, même si en tant que blanc, on ne se croit pas raciste et qu'on ne croit pas perpétuer des comportements qui peuvent être mal perçus ou douloureux ou racistes, il y a toujours des choses qui traînent parce qu'on a un héritage et il y a beaucoup de choses dont on n'a pas conscience, nous aussi. Peut-être qu'on s'en rend compte en me voyant moi-même découvrir mes privilèges, tu vois. Privilèges de mince, privilèges de non-trans. Enfin, je suis encore en questionnement par rapport au genre. Mais oui, quand tu ne subis pas la transphobie, tu as vu comment dans le livre, comment je cherche des témoignages de femmes trans. Et on me dit, mais non, tu viens pas comme ça. Là. Oui, je cherche des personnages. Pour un livre, je vais écrire ces femmes trans ou des témoignages de femmes voilées. Ben voilà, c'est quand tu ne portes pas le voile, mais tu es en situation d'oppression, même tu t'en rends pas compte. Il y a des choses que tu... C'est ça. D'ailleurs, tu racontes ça avec beaucoup d'humilité parce que tu pourrais simplement raconter les choses douloureuses que tu as. Mais tu racontes aussi quand tu te retrouves en position toi-même de ne pas forcément comprendre l'angle de vue de l'autre. Ouais. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et ça s'est fait dans l'écriture. Donc, j'ai pas écrit ce livre en me disant je vais raconter ça. C'est juste que j'ai écrit ce livre en me prenant des claques, des portes de personnes voilées, de personnes trans, alors que moi je voulais une sorte de diversité, pluralité des oppressions et pas seulement celles qui me concernent. Et en effet, dans certaines situations, je suis en situation je suis celle qui opprime. Enfin, je suis. Oui, on peut avoir des comportements maladroits qui ne sont pas intentionnels et qui se retrouvent à être. Et même. Toujours est-il que demain, inconsciemment, je vais les reproduire. Non, en fait, je sais pas, pour moi, ça soulignait mon propos. Ça m'a montré que voilà. Voilà à quel point c'est indécrottable. Voilà, parce que les gens pensent que c'est toujours quelque chose de conscient, le racisme, c'est Marine Le Pen. Voilà à quel point c'est dans les médias, c'est dans l'air qu'on respire. Il faut le faire de façon consciente, systématique. On ne le fera jamais naturellement. Moi, je sors d'une formation pour déconstruire l'intériorisation de la négrophobie. Donc, je dois faire une formation pour apprendre à faire confiance aux personnes noires. Non, voilà à quel point ça doit être conscient. Ça ne se fera pas inconsciemment, en fait. Ça doit être désappris tout le temps, continuellement. Pour désapprendre, il faut aussi qu'il y ait un souhait de désapprendre. Voilà, exactement. Et il faut prendre conscience que l'on a quelque chose à désapprendre et ne pas le nier. Exactement. Pour pouvoir avancer, pour que tout le monde puisse avancer. Eh bien, nous allons terminer sur ces bonnes paroles. Merci beaucoup. Avancer.
Faut toucher le micro. Oula. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Augustine. Très bonne continuation. Merci. À bientôt, j'espère. Au revoir. Merci, bisous, bisous. Chers auditeurs, si vous avez apprécié cet entretien, merci de mettre 5 étoiles au podcast de So Sweet Planet sur iTunes. C'est très important pour qu'il ait plus de visibilité. N'oubliez pas de vous abonner, soit à la newsletter sur sosweetplanet.com ou sur iTunes au podcast, ou les deux, pour être informé des prochains podcasts mis en ligne. À bientôt.